Dans les îles britanniques, au 1er siècle après Jésus-Christ, des tribus jusqu'alors rivales s'allient contre Rome. Ce sont les derniers Celtes indépendants de toute l'Europe. 100 ans plus tôt, Jules César a battu Vercingétorix à Alésia et mis ainsi un terme à des siècles d'hégémonie celte en Europe occidentale. Seules les tribus peuplant l'autre rive de la Manche peuvent encore vivre librement selon leurs coutumes. Aujourd'hui, les découvertes archéologiques montrent que les Celtes étaient d'excellents artisans, mais aussi qu'ils pratiquaient des rites cruels. Lorsque les Romains se lancent à la conquête du dernier bastion celte, c'est toute une civilisation qui est menacée de disparaître. C'est une femme qui va prendre la tête de la résistance. Son nom est Boudica. Du fait de son caractère insulaire, la Grande-Bretagne a été épargnée par les guerres de conquête romaine jusqu'au 1er siècle de notre ère. Elle n'en éveille pas moins les appétits de Rome, et en 43, l'empereur Claude finit par l'envahir. Face aux Romains, ce qu'on appelle alors la Bretagne est divisée. Les tribus de l'Ouest résistent, mais à l'Est, les Icènes et les Trinovantes pactisent avec l'ennemi. En Bretagne comme en Gaule, on était divisé sur l'attitude à adopter. Certains chefs de tribus étaient favorables aux Romains et d'autres non. D'autres encore attendaient de voir comment la situation allait évoluer. Il y avait de fortes disparités locales. Les chefs qui s'allient aux Romains et se soumettent à leur autorité bénéficient en échange de leur protection. Parmi eux figure Prasutagus, roi des Icènes. À sa mort, en l'an 60, Prasutagus lègue la moitié de son royaume aux 2 filles qu'il a eues avec Boudica, son épouse. L'autre moitié va à l'empereur romain. D'après Tacite, Prasutagus lègue son royaume à ses 2 filles et à l'empereur Néron. Il le fait sans doute dans l'espoir qu'ainsi la part du royaume dévolue à ses filles soit préservée. Mais cet espoir est anéanti très vite après sa mort. Les pièces conservées au British Museum nous donnent une idée de la fortune de Prasutagus. Les Icènes régnaient sur un territoire qui correspond aujourd'hui à Norwich et ses environs. Ils entretenaient des relations étroites avec les Celtes peuplant l'autre rive de la Manche. Ils se sont enrichis par le commerce, jusqu'à posséder un trésor exceptionnel qui a été découvert par hasard à Snetisham au siècle dernier. En 1948, un fermier a trouvé de grosses tiges dorées dans son champ. Il pensait que ça faisait partie d'un lit en cuivre forgé et il les a laissées au bord du champ. Mais en fait, il s'agissait de torques en or. Quand les archéologues s'en sont aperçus, ils ont fouillé tout le site. Le torque, du latin torquere ou tordre, est un collier répandu dans tout le monde celte.
On a trouvé des colliers très semblables sur le continent, ainsi que d'autres objets ornés des mêmes motifs décoratifs. Le torque est un style de collier très répandu dans toute l'Europe à cette époque. Il y a des différences d'une région à l'autre, mais tous ces colliers présentent des similitudes et sont composés d'une épaisse tige de métal. Le grand torque de Snettisham pèse plus d'1 kilo. C'est un joyau digne d'un roi. Voici le grand torque. L'orfèvre a commencé par faire des torsades de 8 fils de quelques millimètres d'épaisseur, forgés à la main. C'est un travail assez fastidieux. Ensuite, il a tressé le torque avec 8 torsades de 8 fils, soit 64 fils en tout. Les 2 anneaux terminaux ont été coulés à la cire perdue. Et pour les finitions et les ornements, l'orfèvre a utilisé une sorte de poinçon. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. L'examen au microscope électronique révèle un détail étonnant. Ce bijou est en plaqué or. D'autres examens confirment que les Celtes pratiquaient la dorure au feu ou dorure au mercure sur des métaux comme l'argent, le cuivre, le laiton ou encore le bronze. Ainsi, non seulement ils maîtrisaient ce procédé délicat, mais en plus, ils savaient où se fournir en mercure. D'abord, il faut avoir accès au mercure. Il l'importe probablement du continent. On sait qu'il y a des mines en Espagne notamment. Ensuite, le fait qu'ils connaissent cette technique, qu'ils importent le mercure et qu'ils réalisent ces dorures, montre qu'ils sont vraiment très évolués. Après la mort de son époux, la reine Boudica espère conserver son influence dans sa tribu. Ses 2 filles n'ont-elles pas hérité du royaume? Contra legem. Roma, imperat. Relique dormum meam. Mais les Romains ne l'entendent pas ainsi. Pourquoi devraient-ils respecter les dernières volontés de Prasutagus? Si le roi des Icènes était leur allié, ce n'est pas le cas de sa femme, ni de ses filles. Le proconsul décide d'occuper tout le royaume. Pourquoi? On ne le sait pas exactement. Mais cela aura des conséquences terribles. Après la mort de Prasutagus, les Romains envahissent tout le royaume et l'annexent à la Bretagne romaine. Leur brutalité est telle que même l'historien Tacite s'en émeut lorsqu'il écrit « Son royaume en proie à des centurions et sa maison, livrée à des esclaves, furent ravagées. » Tacite ajoute que Boudica est battue et ses filles déshonorées. Cette attitude est contraire aux principes romains de justice et de mesure à l'égard des territoires conquis. Virgile, un poète contemporain de l'empereur Auguste, a exprimé ce principe dans des vers devenus célèbres qui disaient en gros « Toi, Romain, tu épargneras les peuples soumis et tu te montreras clément envers eux, mais tu réduiras les peuples insolents par les armes. » Or, dans le cas des Icènes, les Romains font exactement le contraire. Mais les Romains vont payer cher leur conduite. Boudica ne se résout pas à son sort. Elle médite sa vengeance. Elle nourrit une colère sans borne contre l'occupant qui a rompu son pacte avec les Icènes.
Boudica est sans doute la victime la plus connue de l'occupation romaine en Bretagne. Mais elle est loin d'être la seule. La situation est également très tendue à Camulodunum, la Colchester antique, au sud du royaume des Icènes, où vivent les Trinovantes. Les Romains ont conquis la ville et y ont établi leur première colonie. Un édifice va devenir le symbole de leur occupation. Le temple de Claude était le haut lieu du culte de l'empereur en Bretagne. Il jouait un rôle comparable à la cathédrale de Canterbury aujourd'hui. Les prêtres y vénéraient l'empereur Claude déifié. Ce temple est devenu le symbole de l'occupation romaine en Bretagne parce qu'il était totalement étranger et qu'il avait été imposé par l'occupant. La population locale l'avait en horreur. Aujourd'hui, le château de Colchester, d'époque normande, s'élève sur les fondations du temple de Claude. La révolte des Icènes incite sans doute les Trinovantes à se soulever à leur tour contre l'occupant. Le culte impérial est pratiqué dans l'ensemble de l'Empire, mais en Bretagne, il concentre tous les ressentiments. Les Icènes vont en tirer parti. Pendant leur marche vers le sud, les Icènes ont reçu l'appui des Trinovantes, très remontés contre l'occupant romain, qui les avait forcés à construire le temple de Claude. Boudica se met en marche à la tête d'une armée de mécontents, dont les rangs ne cessent de grossir. Elle conduit ses troupes à Camulodunum, la capitale administrative de la province romaine, où l'envahisseur a fait construire le temple Oni. À l'époque, la ville n'avait aucune défense, ni rempart, ni douve. C'était une ville ouverte dans laquelle on entrait librement. L'ancienne cité des Trinovantes possédait bien des défenses, mais les Romains les avaient rasées. Cela leur sera fatal. Boudica a bien choisi son premier objectif. Camulodunum est la première colonie de vétérans romains de Bretagne. En l'attaquant, la reine des Icènes frappe au cœur de la province romaine. Les vétérans et leurs familles tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Mais les Celtes sont supérieurs en nombre et ils se montrent impitoyables. Le pillage de Camulodunum n'est qu'un début. La ville de Colchester porte encore aujourd'hui les stigmates du saccage. Quelques minces couches de terre séparent les édifices modernes des vestiges antiques. Le passage de Boudica a laissé des traces encore visibles dans la cave de cet hôtel. La destruction de la ville par Boudica correspond à une couche de terre brune très distincte, comme on en voit souvent dans les fouilles archéologiques.
C'est une couche faite des cendres des bâtiments en clayonnage enduit de torchis. Elle est quasiment noire. C'est une trace absolument remarquable de cet événement marquant de l'histoire de Colchester. Ce dépôt noirâtre est une mine d'informations. De nombreux objets se sont conservés dans les cendres. Ils nous renseignent sur la vie de la colonie romaine et sur cette terrible nuit. Une famille a mis ces objets de valeur en sécurité. Elle ne les a pas ensevelis très profondément ni avec beaucoup de soin. On a l'impression qu'elle a fait ça dans l'urgence. Ce trésor est resté enfoui près de 2000 ans. Il a été découvert en 2014 sous un bâtiment de Colchester. La famille romaine qui l'a caché là est morte au cours de cette fameuse nuit. Les ossements mis au jour avec le trésor l'attestent. En général, lorsqu'on découvre des objets datant de la destruction de la ville par Boudica, on trouve peu de vestiges humains. Parce que quand les Romains ont repris la ville, ils ont tout nettoyé et ils ont enterré leurs morts, ou du moins ce qu'il en restait. Les rares ossements découverts à Colchester portent des marques de mort violentes. D'après les auteurs latins, personne n'a survécu au carnage. Il y a un passage célèbre en rapport avec la révolte de Boudica où Tacite affirme que les Bretons préfèrent massacrer 70 000 Romains que les vendre comme esclaves. Mais il ne faut peut-être pas prendre cela au pied de la lettre. Les Bretons haïssaient certainement les Romains au point de les massacrer. Mais il reste peu probable qu'ils aient complètement renoncé à faire des prisonniers et à les vendre. Les Celtes n'étaient pas tendres avec les armées vaincues. De nombreux sites archéologiques le montrent à travers tout le monde celte. Ils pratiquaient même le sacrifice humain. La résidence princière de la Heuneburg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, est une capitale économique celte du premier âge du fer. À 9 km de là, on a mis au jour les vestiges d'un grand mur. En général, on est tout content quand on découvre 2 ou 3 pierres qui tiennent encore debout. Or là, on a 4,50 mètres de pierre. C'est fabuleux. Ce mur n'était certainement pas une fortification. Il ne servait pas à défendre la place. C'était avant tout un ouvrage destiné à impressionner le visiteur, parce qu'on ne connaissait pas tellement de murs en pierre à l'époque. C'était une architecture prestigieuse. On ne connaît pas la fonction exacte de ce site, découvert au XIXe siècle. Le site a déjà été fouillé en 1894. Malheureusement, les archéologues n'ont laissé aucun document, à part une petite note indiquant la découverte de 6 squelettes humains dans ce qui est présenté comme une fosse commune mesurant 4 mètres de profondeur. Cela nous a conduit à rouvrir le site il y a quelques années. Au final, il s'agit d'un monticule de pierre évoquant un autel. Au centre de ce monticule, il y a effectivement une fosse de 4,50 mètres dans laquelle on a trouvé plusieurs dizaines de fragments de squelettes humains qui n'ont manifestement pas été découverts en 1894.
Ce que les archéologues du 19e siècle ont pris pour une fosse commune serait plutôt un puits sacré. Ce puits s'enfonce profondément dans la roche. Les Celtes le considéraient sans doute comme un passage vers l'au-delà. Les squelettes mis au jour suggèrent des sacrifices humains. Aujourd'hui, le puits a été comblé pour des raisons de sécurité. Die Funde sprechen dafür, dass hier Les vestiges qu'on a découverts semblent indiquer des pratiques rituelles qui n'étaient pas ordinaires. Des inhumations hors du commun, pour le dire prudemment. Ailleurs, dans le monde celte, on déposait des offrandes aux dieux dans ce genre de fosse. Ce site sacré est contemporain de la résidence princière de la Heuneburg, construite quelques kilomètres plus loin. On peut supposer qu'il lui était rattaché. Les Celtes étaient éparpillés sur un immense territoire. Malgré cela, leurs coutumes étaient plus ou moins les mêmes partout. Ils se sont établis en Anatolie dès le IIIe siècle avant notre ère et y ont pris le nom de Galates. À Gordion, dans l'actuelle Turquie, on a mis au jour des sépultures très particulières. Pour empêcher les morts de quitter leur tombe, les Galates ont usé de moyens qu'on a également observés dans des sites funéraires des îles britanniques ou d'Europe centrale. Au pied de la montagne, là-bas, on a retrouvé dans une fosse un cimetière assez différent de ceux qu'on met généralement au jour. Il contenait de nombreux squelettes humains mélangés à des squelettes animaux. On a trouvé des nuques brisées et des traces de strangulation. Visiblement, il s'agissait de sacrifices humains. Il n'y avait pas de sexe ou d'âge particulier pour ces sacrifices. Les victimes étaient aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes enfants que des adultes de 50 ans. Grâce aux céramiques et aux pièces de monnaie qu'on a mises au jour, on peut rattacher ce cimetière à la période de l'occupation celte. Les squelettes portent les stigmates d'une mort violente. Les Galates ensevelissaient leurs victimes sous des pierres pour éviter qu'elles ne reviennent les hanter. On ignore le sort réservé par les troupes de Boudica aux Romains vaincus. Mais après le sac de Camulodunum, Boudica poursuit son expédition. D'après Tacite, la révolte a débuté chez les Icènes, dans le sud-est de la Bretagne. Puis elle a gagné la tribu des Trinovantes, plus au sud, et semble s'être étendue à une grande partie de la province romaine. Tacite dit que les tribus qui se rappelaient encore leur ancienne liberté ont toutes pris part à la révolte. De nombreuses tribus rejoignent l'arène des Icènes. L'affaire dépassait les frontières des petits royaumes. De nombreux peuples ont pris part à la révolte. Beaucoup de mécontents qui attendaient de voir comment les choses allaient tourner ont fini par se ranger aux côtés des insurgés. Ce n'était pas un petit soulèvement local comme il y en avait régulièrement ici ou là. Boudica et son armée se dirigent vers le sud. La reine marche sur la cité romaine de Londinium. En l'an 60 de notre ère,
Londres n'est encore qu'une petite ville d'environ 10 000 habitants. Sa situation privilégiée sur la Tamise en fait un important carrefour de commerce. D'innombrables négociants s'y établissent pour échanger des marchandises avec le continent européen. Rien ne permet de prédire le rôle éminent qu'elle jouera dans le monde des siècles plus tard. Aveuglés par la colère, les Celtes menacent de réduire la ville à néant. Comme à Camulodunum, ils tuent les civils romains et incendient leurs maisons sans rencontrer de résistance notable. Si Londinium est à leur merci, c'est parce que les troupes romaines se trouvent à l'autre bout de la province. En effet, au début de la révolte, toutes les légions se sont regroupées à l'ouest, dans une région qui correspond aujourd'hui au Pays de Galles. Ce pays montagneux, difficile d'accès, est le refuge de tous les Bretons qui résistent à l'envahisseur romain. Suetonius Paulinus, le nouveau gouverneur de la province, a décidé d'en finir avec ce foyer d'insurrection. Il veut éliminer en particulier les druides. Les druides étaient, pour simplifier, les prêtres de la religion celtique. Ils s'occupaient de nombreux aspects du culte, et sans doute aussi du droit, ainsi que du maintien et de la transmission des normes culturelles au sens le plus large. La manière de rendre hommage aux dieux et de pratiquer un sacrifice, les prières à dire, les chants à entonner, tout cela était du ressort des druides. Du moins, peut-on le supposer. Les druides semblent diriger la résistance depuis l'île de Mona, aujourd'hui appelée Anglesey, dans l'ouest. Cette île n'est séparée du Pays de Galles que par un étroit bras de mer. Le gouverneur romain Suetonius Paulinus a fait construire des navires pour transporter les fantassins jusqu'à l'île. Les cavaliers et leurs montures ont suivi à gué ou à la nage, selon la profondeur des eaux. L'armée la plus puissante de l'époque, l'armée romaine, est quasiment invaincue à terrain découvert. Les légionnaires ne craignent pas de se battre. Mais ils sont saisis d'effroi lorsqu'ils découvrent la cérémonie sinistre à laquelle se livrent les druides. On ne connaît les druides que parce que nous ont rapporté les Romains et les historiens grecs. On n'a aucun témoignage direct antérieur à la christianisation. Donc, sur le plan archéologique, il n'y a rien qu'on puisse rattacher avec certitude aux druides. Les Grecs et certains auteurs romains considéraient les druides comme des philosophes. Or, dans la tradition antique, les philosophes portent une barbe. Voilà pourquoi on représente les druides avec une barbe. Les druides apprennent par cœur tout ce qui relève de la religion. Plus d'un reste 20 ans à l'école, d'après César, ce qui leur vaut une réputation de grands savants. Mais les Romains retiennent surtout que les druides célèbrent des rites primitifs, en particulier des sacrifices humains. César note dans sa Guerre des Gaules que les Celtes, qui vivent au milieu des dangers, immolent des victimes humaines par l'entremise des druides.
Ces victimes ne sont pas des prisonniers de guerre. Elles sont issues des rangs celtes. Aujourd'hui encore, on retrouve la trace de ces sacrifices humains dans les tourbières du comté de Meath, en Irlande. Les tourbières étaient des lieux sacrés, tout comme les grottes et les puits. La tourbière était considérée comme un passage vers l'autre monde. On la voyait de couleur rouge. Et on pensait que la nuit, le soleil passait sous la terre, dans sa chambre nocturne de l'autre monde, et que c'était ce qui donnait sa couleur à la tourbière. C'était un site sacré dans l'Antiquité. On a découvert des momies dans de nombreuses tourbières du monde celte. Bien qu'elles soient âgées de plusieurs millénaires, ces momies sont étonnamment bien conservées. On voit parfaitement la marque des sévices exercés du vivant des victimes. C'est une particularité de la tourbe elle-même, dans laquelle ces corps ont été déposés. D'abord, les gaz qui s'échappent de la tourbe ont pour effet de tanner les chairs et les peaux. Ensuite, la sphaigne contenue dans la tourbe a des propriétés antiseptiques. Elle tue les bactéries. Enfin, il y a le manque d'oxygène. Tous ces éléments réunis contribuent à préserver les corps, à empêcher leur décomposition. L'une des momies des tourbières d'Irlande nous raconte une étrange histoire. Ses mains soignées ne sont pas celles d'un travailleur. On voit clairement qu'on lui a tranché la tête et coupé le tronc à la taille. Un lien de cuir tressé lui encercle le bras gauche. Ses vêtements n'ont pas été retrouvés. Des entailles sur la poitrine indiquent qu'il a été torturé. Un autre homme, dont la momie a été découverte à Clonykevan, a subi le même sort. Il a reçu plusieurs coups mortels à la tête. Les différentes étapes de la mise à mort de ces victimes sont bien trop complexes pour être une exécution de criminels. On sait que les criminels étaient tout simplement pendus. C'est ce qu'indiquent les sources. Les criminels, on se contentait de les pendre, puis on les enterrait. La plupart des momies des tourbières portent la marque de coups mortels. Elles sont en général découvertes par des exploitants de tourbières, et il arrive qu'elles soient alors endommagées. C'est ce qui s'est passé à Moydrome, en décembre 2012. Il ne reste plus qu'un fragment de cette momie. Mais ce fragment nous livre un secret. La radiographie révèle la présence de nombreuses billes dans l'estomac. Il s'agit de noyaux de fruits.
Mais cet homme n'en a pas ingéré qu'une poignée. Tout son estomac en est rempli. L'estomac de l'homme de Moïdroum contient environ 300 prunelles, le fruit du prunelier, qui arrive à maturité fin octobre ou début novembre, autrement dit, au moment de la fête de Samhain, l'ancêtre de Halloween. Or, d'après de vieilles légendes, on sacrifiait des rois au cours de cette fête. D'après Eamon Kelly, les momies des tourbières d'Irlande sont des rois ou des prétendants au trône qui ont failli à leur devoir. Ils ont été offerts en sacrifice aux dieux. La tourbière sacrée était l'endroit idéal pour cette immolation. Le sacrifice d'un roi était forcément accompli par les druides. C'étaient eux les spécialistes de la religion dans la société celte. Ils étaient très certainement présents, peut-être aux côtés du futur roi et des membres les plus vénérables de la communauté. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces sacrifices humains, les Romains n'hésitent pas à tuer tous les druides de l'île de Mona. Paullinus espère ainsi soumettre les derniers peuples celtes encore libres. Le prestige des druides et des princes celtes était immense. Les résidences princières en témoignent aujourd'hui encore. Le Glauberg est situé dans le centre de l'Allemagne. Peuplé dès le 5e millénaire avant notre ère, il a connu son apogée à la période celte, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Une partie de la montagne était alors réservée aux cérémonies religieuses. Ce qui rend cette montagne vraiment unique, c'est ce qu'on appelle la voie sacrée. Ce sont deux fossés parallèles d'une largeur de 7 mètres chacun et d'une profondeur de 3 mètres. Ils laissent entre eux un passage de 10 mètres de large qui mène de l'autre côté d'une élévation, 350 mètres plus loin. Il s'agit sans doute d'un site réservé exclusivement à des usages religieux. Au centre du site s'élève un tumulus de 6 mètres de haut. Ce tumulus abrite la sépulture d'un personnage important, mis au jour en 1994. Il est tout à fait possible que les personnages enterrés ici aient occupé un rang élevé dans le monde séculier, tout en exerçant des fonctions religieuses. Ou alors, ils appartenaient à l'un des deux mondes seulement. Cette statue désormais célèbre a été découverte dans une tombe circulaire proche, avec les vestiges de 3 autres statues. Le prince de Glauberg est tout à fait exceptionnel.
Il a plusieurs particularités. D'une part, on a très peu d'exemples de pierres taillées celtiques. Toutes les autres sont brisées en petits morceaux, alors que celle-ci est quasi intacte. D'autre part, cette statue en grès a ceci de particulier et de fascinant qu'elle possède des attributs identiques à se retrouver dans une sépulture. Le collier représenté est très stylisé. Mais il ne fait guère de doute qu'il s'agit du collier en or mis au jour dans une tombe voisine, avec d'autres objets funéraires. On a mis au jour plusieurs types d'objets funéraires. Premièrement, les bijoux personnels du défunt, à savoir un torque, un bracelet, des boucles d'oreilles et un anneau, tous en or, ainsi que des bracelets en bronze. Deuxièmement, des objets qui indiquent une activité guerrière, notamment une épée et un bouclier, ainsi qu'un arc et des flèches qui servaient peut-être à la chasse. Troisièmement, une magnifique cruche à bec contenant un dépôt d'hydromel fermenté. Et quatrièmement, l'objet le plus fascinant de la tombe, parce que c'est la première fois qu'on en découvre un, la couronne dite de feuilles, représentée sur la statue, ou du moins ce qu'il en reste. Comme on peut le voir sur cette reconstitution, cette couronne se composait d'une ossature en fil métallique recouverte de cuir et rembourrée. Elle était relativement simple à fabriquer, mais elle devait être l'apanage d'une élite. Le défunt était sûrement un personnage de haut rang dans la société celte du premier âge du fer. On ne sait pas exactement ce que symbolisait cette couronne de feuilles. Elle avait peut-être une fonction lors des cérémonies rituelles, mais on n'a aucune certitude. Au moment où Suetonius Paulinus et ses officiers fêtent leur victoire sur les druides, un émissaire vient les informer de la révolte de Boudica et du sac de Camulodunum. Le massacre des druides n'a fait qu'attiser la colère des Celtes. Paulinus doit agir vite. Il ordonne aussitôt à ses troupes de se mettre en marche. Les deux armées ennemies avancent l'une vers l'autre sur Watling Street, une voie romaine qui relie l'ouest au sud de la Bretagne. L'affrontement aura lieu quelque part sur cette voie, et il sera décisif. Deux auteurs mentionnent la bataille de Watling Street. Tacite est le plus célèbre, mais il y a aussi Dion Cassius. Aucun des deux n'y assiste personnellement, et ils écrivent tous les deux des décennies plus tard. Donc, ils nous donnent un point de vue très romain sur le déroulement des événements. La bataille sera rude pour les légionnaires. Après les victoires faciles remportées par Boudica, de nombreux hommes sont venus grossir les rangs de la révolte. Les Celtes ont maintenant un net avantage numérique sur les Romains. On pense que la bataille a eu lieu ici. On est au centre de la Bretagne romaine, au cœur du pays. Boudica a dévasté Colchester, Londres et Saint-Alban et se dirige maintenant vers ici, parce qu'elle veut attaquer Suetonius Paulinus, qui s'en est pris aux druides sur l'île de Mona, dans le nord du pays de Galles. Les deux armées vont se rencontrer ici. Boudica est sûre de l'emporter. Elle se sent invincible sur son char. Pourtant, ce char va la conduire à sa perte. Le char a été inventé en Orient, il y a 2000 ans déjà.
Mais l'armée romaine ne les utilise que très rarement. Jules César fournit quantité de détails sur l'usage que font les Celtes de leurs chars dans les combats, comme s'ils n'avaient jamais vu de chars. Il semble surpris que les Bretons en utilisent encore. Mais il est impressionné par le dispositif. Ce char est très bien conçu. Il paraît très simple, mais il possède un plancher solide et des arceaux qui ne doivent rien au hasard. Si je suis le guerrier de ce char et que je m'apprête à lancer mon javelot, comme César le rapporte, je bloque mon pied ici et je cale mon genou là, contre ces trois arceaux. C'est très confortable et très stable pour lancer le javelot. Si l'ennemi est de l'autre côté, j'ai juste à me tourner. Chaque char embarque 2 hommes, un conducteur et un combattant. Ce char sert de taxi sur le champ de bataille. Le conducteur conduit le guerrier sur la ligne de front au galop. Le guerrier saute à terre et se jette dans la bataille. Il se bat de toutes ses forces. Il donne des coups d'épée assez puissants pour trancher un bras ou une tête. Mais à ce rythme, il ne tient que quelques minutes. Le char opère alors un cercle pour se replacer derrière le guerrier, qui saute à bord, comme s'il attrapait un bus. Et le tour est joué. Utilisés par des guerriers expérimentés, ces chars sont des engins redoutables, mais uniquement sur terrain plat et découvert. Pour l'emporter, les Romains devront donc combattre dans les bois. Avant l'engagement, Boudica cherche à se concilier la faveur des dieux. D'après l'historien Dion Cassius, la reine commence par invoquer la déesse Adrastée. Puis elle lâche un lièvre, dont la course indiquera l'issue de la bataille. Mais ce jour-là, les dieux prennent le parti des Romains. Paulinus parvient à acculer Boudica dans la forêt. Les guerriers celtes ne peuvent pas utiliser leurs chars. Ils les laissent donc derrière eux, ce qui leur coupe toute possibilité de retraite. Malgré leur supériorité numérique, ils seront finalement battus par les Romains. Des circonstances particulières ont causé la défaite de Boudica. Mais était-ce l'habileté du général romain, sa chance d'avoir trouvé ce terrain, ou un mauvais calcul des Bretons, qui ont cru pouvoir entraîner les Romains dans une bataille rangée? Boudica ne sera pas tué dans la bataille. Mais les anciens sont d'avis différents quant à son sort. Une chose est sûre, la révolte conduite par la reine celte est matée.
Quelle qu'en soit la cause, la défaite est désastreuse. Rome s'impose et va dominer les îles britanniques durant les 4 siècles à venir. Résultat, nous sommes aujourd'hui les héritiers d'une société romaine stricte. Seules des bribes de la civilisation celtique pourront subsister, dans les régions reculées du nord et de l'ouest de la Grande-Bretagne, ainsi qu'en Irlande et dans la Bretagne française. Sur ces territoires, on continue encore aujourd'hui de perpétuer l'héritage des Celtes.